Bonjour, aujourd'hui on va explorer un sujet fascinant, comment la poésie, qu'on imagine souvent comme un art très doux, peut en fait se transformer en une force de frappe redoutable. Alors oui, la question peut paraître un peu folle, non? Un simple poème. Comment est-ce qu'un assemblage de mots pourrait vraiment, mais alors vraiment faire trembler des empires qui sont là depuis des siècles? Eh bien la réponse est assez incroyable. Pour toute une génération de poètes qui luttaient contre l'oppression, les mots n'étaient pas juste des outils pour s'exprimer, c'étaient de véritables armes, leur arme de choix. Bon, voilà notre feuille de route. On va voir ce que ça veut dire quand les mots deviennent des armes. On définira ensuite la poésie engagée, puis on plongera dans l'exemple de la négritude. Après ça, on décortiquera l'arsenal du poète et on finira par le contexte historique pour bien tout remettre en place. C'est parti! D'abord, posons les bases. On va voir comment la poésie peut sortir de sa simple dimension artistique pour devenir un véritable acteur dans les grandes luttes sociales et politiques. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend exactement par poésie engagée? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, la définition est plutôt claire. Il ne s'agit plus seulement d'écrire sur ses sentiments personnels, mais de s'engager dans le monde, de prendre parti. Dans un contexte comme celui de la colonisation, la poésie devient un outil de résistance symbolique, une façon de se battre quand les autres moyens sont souvent réprimés. Et là, c'est fascinant. On voit que la poésie devient une véritable mission, avec 4 pouvoirs, 4 actions clés. Le poète n'est plus un simple artiste, il devient un porte-parole. Il dénonce, il revendique, il aide à reconstruire une identité et surtout, il redonne de la valeur à une culture qu'on a voulu mépriser. C'est extrêmement puissant. Et pour que tout ça soit bien concret, on va se pencher sur un des exemples les plus marquants de poésie engagée, le mouvement de la négritude. La négritude, c'est vraiment né d'une urgence. Face à la domination coloniale qui voulait tout uniformiser et effacer les identités, des penseurs comme Césaire ou Senghor ont utilisé la littérature pour crier « Nous existons, notre culture est riche et nous la revendiquons haut et fort ». Les objectifs étaient donc à la fois culturels et éminemment politiques. Il s'agissait de refuser l'idée qu'une culture puisse être supérieure à une autre. C'était un véritable acte pour restaurer la fierté, se réapproprier son histoire, ses traditions, ses langues. D'accord, mais alors, comment ils ont fait? Concrètement, on va maintenant regarder les outils, leur fameux arsenal littéraire, pour voir comment ils ont réussi à transformer leurs mots en armes. Et ça illustre parfaitement les choix tactiques que le poète pouvait faire. Avec le registre lyrique, il pouvait partager une douleur personnelle, une fierté. Avec le registre épique, il transformait la lutte en une grande épopée, pour unir tout un peuple. Et enfin, le registre polémique, là c'était l'attaque frontale, la critique directe et sans détour de l'oppresseur. L'utilisation des pronoms, ce n'est pas un détail, c'est totalement stratégique. Le « nous », par exemple, est fondamental. Ce n'est plus juste une personne qui parle, c'est toute une communauté, tout un peuple. Ce « nous » permet de forger une identité collective et ça donne une force incroyable au discours. Et à l'inverse, on a le « vous ». Ça, c'est l'arme de l'accusation directe. Ça désigne l'adversaire, le colonisateur, et ça permet de le confronter, de le mettre face à ses propres mensonges, à ses injustices. C'est un pronom qui installe une distance et qui délimite très clairement les deux camps. Même la forme du poème est un acte de résistance. En choisissant le vers libre, les poètes de la négritude brisaient aussi les chaînes des règles poétiques européennes traditionnelles. C'est une libération dans la forme qui vient renforcer le message de libération politique. Et l'anaphore, la musicalité, ça donne au poème la puissance d'un hymne, d'un véritable chant de ralliement. Maintenant, pour bien saisir toute l'importance de ce mouvement, il est indispensable de faire un petit zoom arrière sur le contexte historique de l'époque. Alors là, c'est une distinction super importante. D'un côté, il y a la colonisation. C'est l'action concrète de conquérir et d'exploiter un territoire. Et de l'autre, il y a le colonialisme. Ça, c'est le système de pensée, l'idéologie qu'on a construite pour justifier cette domination. Et la poésie engagée, justement, s'attaque aux deux en même temps. Cette petite chronologie montre bien que la négritude n'est pas sortie de nulle part. Le mouvement naît dans les années 30, il plante des graines et son influence va grandir en même temps que le grand mouvement de décolonisation qui secoue le monde après 1945 jusqu'à des moments clés comme l'indépendance de l'Algérie. Au final, ce qu'on peut retenir, c'est que l'héritage de cette poésie engagée est immense. Ça nous rappelle que l'art n'est jamais vraiment neutre. Il peut être un miroir de la société, bien sûr, mais il peut aussi être un marteau pour la façonner, un outil puissant pour construire une identité, résister et imaginer un autre avenir. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, juste pour la réflexion. Les empires coloniaux ont peut-être disparu, mais les luttes pour la justice sociale et l'identité, elles sont toujours là. Alors la question reste ouverte, sous quelle forme aujourd'hui les mots redeviennent-ils des armes pour le changement ?